Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Casque et l'Enclume LCLE, le Casque et l'Enclume avec un format que vous retrouverez souvent dans vos oreilles, dans les transports, aux toilettes ou au réveil, à l'occasion de la sortie de World West, un jeu d'action développé par Wolf Eye Studio et édité par Devolver. C'est un western un peu envahi par les zombies, c'est très sympa en vue isométrique, avec pas mal de narration, et surtout aux manettes, on a Raphaël Colantonio et Julien Roby, qui sont partis d'Arcane Lyon pour fonder leur propre studio, voler de leurs propres ailes, et c'est un très joli succès critique, on va en parler. Et on s'est dit pourquoi pas faire avec les amis ici présents le top 5 de nos jeux de western all-time, hein, c'est-à-dire les jeux de western de tous les temps. Stéphane Moïsekis, salut. Salut Jean. Comment ça va Pierre Mogin. Ça va très bien. Alain aux manettes et à la réalisation. On est tous fans, qu'on le veuille ou non, de films de western. Et donc, voilà, un top 5 des jeux de western, il y en a pas mal. Il n'y en a pas tant que ça, peut-être. C'est peut-être aussi ce qu'on va pouvoir dire tout au long. Il y en a eu beaucoup et dès le début de l'histoire du jeu vidéo. Mais est-ce qu'il y a eu tant de jeux de western importants? C'est ce que nous allons voir dans ce top 5 des jeux de western all-time. Stéphane, peut-être quels sont les critères sur lesquels toi tu es parti pour faire ton top 5 Est-ce que c'est très inspiré cinéma? Est-ce que tu t'es débarrassé un peu de cette mythologie-là pour aller un peu plus loin, on voir va un peu plus grand au fur et à mesure, hein, mais disons que le western, c'est quand même le genre cinématographique par excellence, donc c'est très difficile, il est automatiquement associé au cinéma. C'est pas le cas dans le jeu vidéo, c'est clairement pas, en fait, voilà, si on devait en fait prendre un genre, à mon sens, hein, qui serait associé au jeu vidéo, je dirais que c'est la plateforme, en fait. C'est vraiment ça, tu as la Mario, tout ça, etc. Donc là, on est vraiment dans c'est deux salles, deux ambiances, hein, qu'on soit clair. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant pour nous de faire cette émission, c'est vraiment de faire un pont entre cinéma et jeux vidéo, puisque Capture Mag, voilà, c'est ce qu'on fait aussi à la base, quoi. Non, moi, mon rapport, c'est assez cosmétique pour commencer, en fait. On va dire, parce que ça a quand même beaucoup été ça à une époque. Et après, il y a, en fait, le roleplay, quoi. C'est-à-dire que, voilà, dans mon choix, dans mes top 5, j'ai l'impression qu'on part un peu dans ce sens-là, quoi. C'est vrai que quand j'étais gamin, il y avait certains jeux auxquels je jouais parce que c'était des jeux de western, c'était cool parce que je connaissais ça, tu vois, en tant que genre cinématographique, quoi. Mais disons qu'avant qu'on arrive à avoir un vrai western vidéoludique, ça a pris quand même pas mal d'années, pas mal de choses, en fait, si tu veux, qui font que tu as l'impression vraiment de vivre ta vie de cow-boy, quoi, si tu veux, ce qui n'était pas forcément le cas dans les précédents. Ouais, passer du jeu d'action peut-être au jeu de rôle, ou un peu plus de rôle aujourd'hui. Pierre, toi aussi, tu es parti sur ce côté-là ou pas du tout? Alors, si, je suis parti sur les codes, en fait, sans juste dire, bon, c'est bon, il y a un chapeau, du coup, c'est bon, c'est valide. Mais c'est Colt. C'est ça, il y a tant qu'un chapeau et un fusil, ça va. Et non, c'était vraiment sur les codes, à la fois de thématiques, forcément, les codes visuels aussi, mais des thématiques, des types de personnages, même musicalement, en fait. Tant qu'il y avait justement des ponts avec, comme disait Stéphane, le côté cinématographique du western, pour moi, ça rentrait dans cette catégorie-là, dans ce classement-là. Et après, en termes de logique de classement, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué dans, pas forcément la fidélité au genre, mais comment ils prenaient le genre et qu'est-ce qu'ils en faisaient en fait. Alors, pour ma part, moi aussi, j'ai mené mon top 5 des jeux de western all-time, et moi, j'ai plutôt pris le pan des souvenirs, c'est-à-dire ce que j'ai pu garder comme souvenir très fort de jeux. Et effectivement, il y a quand même une pente qui va du jeu d'action on va dire au jeu de rôle, mais j'allais dire c'est quasi accidentel puisque ça suit l'histoire du jeu vidéo également, et donc de fait j'ai plus vu. Alors vous allez le voir, je pense qu'il y a des choses qui vont se ressembler forcément dans ce top 5, mais il y a des choses qui se différencient assez fortement dans le choix des jeux. Avant de commencer ce top 5 et de partir de la place 5 à la place 1, on a une petite rubrique, c'est les mentions honorables, évidemment. Ces jeux qui auraient pu être dans ce top 5 all-time, mais qui n'y sont pas. Ça fait pas des mauvais jeux, mais ça fait quand même... on voulait quand même... Voilà, ouais, alors ça dépend, parce qu'effectivement, il y a des choix un petit peu... tiens, une mention honorable pour toi, Stéphane. Non, commence par une normale quand même, si tu donnes le temps avec une dégueulasse. Attends, parce que je regarde un peu ce que j'ai mis, puis en plus, en fait, je viens d'en rajouter une. Voilà. Et en fait, il y a un jeu quand j'étais gamin que j'aimais bien parce que c'était un type de jeu que j'aimais bien aussi. Donc en fait, si tu veux, c'était purement cosmétique, c'est Gunsmoke. C'est un petit jeu en fait de arcade, hein, tu vois, qui était dans la mouvance. C'est un jeu des années 80, enfin 85, je crois, quelque chose comme ça. Qui était vraiment en fait comme un Ikari Warrior, si vous avez la référence. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'était quoi les genres pour nous quand on était gamin, les genres du cinéma d'action? C'était les trucs à la Rambo, etc. Et Ikari Warrior, c'était clairement ça, quoi. C'était vraiment en fait. En plus, moi, quand j'étais gamin, je confondais un peu ça entre
Ikari Warrior, Ika+, tu sais, qui était International Karaté, donc je me disais mais comment ça se fait que ça s'appelle par ailleurs? Pour moi ça s'appelait par ailleurs, pas du tout évidemment, tu vois. Mais donc bref, tu vois, c'est mon esprit de gamin de 10 ans qui partait dans tous les sens. Gunsmoke, c'était simple. C'est Ikari Warrior, donc les jeux à la Rambo, tu vois, vu du dessus, shooting, en fait, si tu veux, c'est du shoot 'em up, en fait, ça, on peut dire, hein, tu vois, sauf que tu remplaces le vaisseau spatial par un petit bonhomme, tu vois, et il shoot, en fait, dans les rizières, ça, c'est Ikari Warrior pour Rambo, et Gunsmoke, c'est la même chose, mais version western. Alors, ce qui était plutôt cool, en fait, c'est que ton personnage pouvait quand même, en fait, un peu bifurquer sur les côtés, si tu veux, donc, en fait, tu shootais avec des fois avec deux colts et tout ça. Et voilà, c'était assez. Alors, je t'avoue que j'y ai pas rejoué pour cette émission, hein, tu vois. Voilà, surtout la dernière fois que j'ai dû y jouer, ça devait être en. Alors, soit ça existe sur les consoles, tu vois, parce que je sais pas, le licensing en fait, de ce jeu-là, c'est rétro gaming avec des ROM qui traînent ou des machins. C'est ça, mais je pense que la dernière fois que j'y ai joué, c'était sur mon PC avec des ROM il y a 15 ans. Si tu veux. Donc voilà quoi. Mais c'était un bon plaisir, comment dire, coupable, purement cosmétique, encore une fois, la musique, comment dire. Pour le coup, le Stetson, les Colts et éventuellement un canasson qui traîne dans un coin ou un saloon, quoi. Et ma foi, enfin, si tu veux, pour moi, ça ressemble à du western, quoi. C'est en jeu vidéo, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et la version pas sympa, parce que tu as une version très déshonorable, avec très peu d'honneur. Moi, je connaissais pas. Et d'ailleurs, quand je t'en ai parlé avant l'émission, tu m'as dit que tu connaissais pas non plus. Apparemment, Pierre, mais Pierre, c'est tout. Ouais, mais Pierre, c'est une encyclopédie. Il nous faut la honte à chaque fois. C'est pas la peine. Alors ça, non, par contre. Personne d'entre nous n'y a joué parce que je pense que c'est un jeu. Il n'a pas dû rester longtemps dans les. C'est un jeu qui s'appelle Custer's Revenge. Mais en fait, c'est vraiment dans les recherches. Donc, c'est un jeu sur le général Custer. Qui est déjà pas. Ça commence déjà mal. C'est déjà quand même une figure historique très controversée en fait de l'histoire américaine, puisque en fait, il s'est battu contre les Indiens. Et il est quand même responsable du génocide aussi, quoi. Et en fait, dans Custer's Revenge, c'est un jeu qui a été développé sur Atari 2600, donc en 82-83. Qui s'est quand même vendu, mine de rien, on le vendait $50 à l'époque, hein, ce qui est quand même l'équivalent de $150 aujourd'hui, quoi. Donc c'était pas donné, tu vois, c'était un jeu très court. Et puis surtout 80 000 exemplaires. 80 000 exemplaires. T'as pas encore donné le pitch, 80 000 exemplaires, c'est quand même pas mal. Alors, tu peux le dire, ce n'est qu'un pitch, hein, parce qu'en fait, en gros, tu joues Custer, qui est quand même, disons-le, en fait, la bite à la main, tu vois, dans le jeu, hein, c'est vraiment ça, tu vois, et c'est un rape simulator, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une indienne qui est attachée à un poteau, et le principe de ton jeu, c'est que tu dois arriver jusqu'au poteau parce que tu te fais attaquer, tu vois, le poteau qui est dans le même écran, hein, si tu veux, voilà, pour la violer, quoi. Et là, en fait, à ma connaissance, si tu veux, c'est le seul rape simulator en fait que je connaisse, si tu veux. C'est seul officiel, on va dire. Ouais, officiel ou pas officiel. Est-ce que c'est très bizarre comme truc, quoi. Apparemment, Atari a comment dire, attaqué le développeur qui était Mystic, c'est un développeur qui faisait des jeux pornographiques. En justice, ils ont perdu, ils ont été déboutés. Mais le jeu a disparu de la circulation. Et alors, on en parlait aussi en antenne. Moi, quand tu commences à te poser des questions pour faire ce genre de jeu, je me dis, alors, est-ce que tu essayes, en fait, artistiquement, attention, hein, je dis des guillemets, hein, si tu veux, en fait, de critiquer quelque chose, ou en fait, c'est l'inverse, en fait, si tu veux. Parce que Custer, il faut savoir que c'est quand même une figure héroïque dans les Red States, tu vois. Donc, en fait, c'est pas non plus... c'est quand je dis que c'est controversé, c'est très controversé. Hein. Mais clairement, il n'y a jamais eu d'analyse qui irait dans le sens de l'ironie. Hein. Pour le coup, c'était... c'est ça, le grotesque, parce que tu peux choisir cette voie sur le côté grotesque, mais bon, visiblement... Non, là, c'est clairement assumé. Ah non, c'est assumé. Après, c'est grotesque parce que ça ressemble à c'est des pixels d'Atari. Oui, mais si tu veux, aujourd'hui, avec c'était à l'époque, ça, ils le savaient pas. Il n'empêche que ça allait vieillir à ce point-là. Il n'empêche que bon, c'est un western. par défaut, quoi. Tu vois, parce que ça se passe donc à cette époque-là. Mais c'est vrai que c'est. En fait, je me suis dit, faut quand même qu'on en parle de ce truc, ce petit moment d'histoire, de l'histoire du jeu vidéo complètement hallucinant. C'est-à-dire mention historique peu honorable, effectivement, à ce jeu Custer's Revenge, donc sur Atari 2600, juste avant le crash, en fait. Exactement. Pour la petite histoire, ils ont disparu avec le crash, en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui finalement est pas plus mal, en fait. Merci pour le crash américain du jeu vidéo. Pierre, tu as des mentions honorables? Alors oui, j'en ai un qui est assez rigolo et c'est pareil, assez peu connu, c'est Gunstringer, qui était un jeu sorti sur Kinect, attention, à l'époque, et qui était un des rares jeux à utiliser le Kinect, justement, parce qu'on jouait en fait une marionnette de cow-boy mort-vivant, donc c'est quand même très spécifique. Et on avait donc la main gauche qui bougeait en fait le personnage et la main droite qui bougeait son flingue. Et en fait, c'était vraiment du shooter, limite du rail shooter. Mais comme c'est marionnette, il y avait vraiment ce côté où, comment diriger avec les mains, c'était raccord avec le côté Kinect. Et c'était, ce qui m'avait fasciné, c'est un jeu qui marche bien, un des rares jeux Kinect qui marche bien. Et surtout, il y a un espèce d'univers un peu bizarre, un peu à la Wild West
de western à la fois délirant et un peu fantastique. Et c'est surtout un jeu qui avait en fait des espèces de rapports avec MacDog McCree, qui était pareil, une sorte de shooter FMV, donc avec des vraies images filmées. Avec des vrais acteurs, Et, etc. c'est une sorte d'hommage parce que il y a un ton complètement fou, des gens qui surjouent à fond. Et notamment, il y a un DLC qui est complètement incroyable, qui s'appelle Les Chroniques du Grand Inconstant, et qui est en fait un DLC en FMV pour le coup, où en fait on va suivre l'histoire du fils du premier boss du jeu, qui est, alors je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les stations essence aux États-Unis, c'est l'espèce de tube gonflable avec les bras qui bougent. Ouais. En fait, c'est le premier boss du jeu, et en fait, on va jouer, donc c'est l'histoire de son fils dans ce DLC, et ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment ce côté où. C'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Et c'est vraiment comment en fait essayer de trouver un autre lore dans le western, et je trouve que ça marchait très bien. Ouais. Autre, on peut en parler, World West, hein, puisque c'est à l'occasion de cette sortie qu'on réalise ce top 5. Alors, est-ce que t'as pu mettre Ah oui, j'ai la souris dessus et pour le coup, je me suis laissé prendre. Alors, c'est un jeu qui m'intéressait de base, et je me suis vraiment laissé happer totalement parce que je trouve hyper efficace dans sa narration et dans le fait de toujours pousser à explorer son monde, qui est pas si grand que ça, mais qui a énormément de petits éléments, de petits éléments, enfin événements pardon, qui pop ici et là. À chaque fois avec un petit scénario, avec des monstres uniques à rencontrer, avec un objet qui va nous servir. Et il y a vraiment une sorte de rythme global de découverte. Et surtout, chaque personnage est bien écrit. Les dialogues sonnent justes. Il y a une vraie dynamique en fait dans les échanges. On joue quoi exactement? En fait, tu joues alors, tu as un personnage. En fait, tu vas avoir plusieurs personnages en tout. Mais chacun est un personnage, on va dire, humain, mais qui est incarné par une âme en fait, qui arrive dans ces personnages dès le début. Et en fait, oui, t'es pas juste un personnage lambda qui traîne ses guêtres en fait dans un village où c'était vraiment incarné par une sorte de puissance supérieure. Enfin, tout le côté fantastique en fait du jeu. Et en fait, on va se battre contre à la fois des bandits de grand chemin classique et des hommes mutants, des espèces de monstres. Il y a tout un imaginaire qui justement reprend aussi l'imaginaire des États-Unis en fait, avec des espèces de Wendigo, avec une sorte de Chupacabra un peu étrange. Et le jeu arrive très bien à mixer ces deux univers-là, et surtout, il a un côté vraiment la Fallout, où on va tomber au fur et à mesure en fait, vraiment se remballe sur la carte avec un petit icône qui se balade sur des chemins, et on va tomber sur des combats aléatoires, on va tomber sur des événements aléatoires, et tout ça crée une sorte de tissu narratif que je trouve marche très bien, et qui réinvente le western avec ses codes du fantastique là. Ouais. Parce qui est un peu ce qu'on voyait déjà dans quelques jeux de ce style-là. Alors, ça a un nom, c'est une espèce de mythologie du sud des États-Unis. Enfin, qu'on retrouve un peu dans Kentucky Road Zero. Enfin, voilà, c'est un peu ce genre de. World West, donc, dans les mentions honorables de l'ami Pierre, pour moi, ce sera The Oregon Trail. Je n'ai pas pu y jouer à l'époque, parce que le jeu est sorti en 71. C'était quand même quelques mois avant Pong, qui lançait le secteur du jeu vidéo en tant qu'industrie. Donc, c'est un jeu qui raconte simplement, entre guillemets, la ruée vers l'ouest, enfin, la traversée vers l'ouest des migrants américains, et qui est en été un jeu de survie. Alors, à l'époque, c'était un jeu texte. Le jeu existe encore. Alors, lui, par le con, il s'est vendu en dizaines de millions. Il se vend encore en dizaines de millions. Alors, on hésite entre le jeu éducatif et le jeu vidéo, mais à l'époque où on se posait pas de questions, il n'y avait pas de questions à se poser. Ça, c'est toujours le terme jeu vidéo n'existait pas encore. Et ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment un jeu. Par contre, pour ce qui est de on va dire du jeu d'aujourd'hui, c'est un jeu de survie, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut mourir de la dysenterie assez vite. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, ils apprennent l'histoire de l'Amérique à la dure. Effectivement, les Indiens peuvent vous attaquer, mais pas seulement. Hein, si tu manges une mauvaise racine, quelque chose qui paf, allez, au revoir. Si t'as pas assez de bouffe, pas assez d'eau, pas assez de nourriture, bref, c'est plutôt pas mal. Enfin, je trouve que l'idée déjà de cette ouais, exactement. Donc on est à la fois dans le western, mais un western un peu open range, quoi. C'est un western à la dure. Hein. C'est pas du tout. On est dans le réalisme. Hein. Donc on peut vraiment mourir assez vite, et c'est pas en sortant les flingues. Voilà. Donc on est moins dans l'action que dans la survie. C'est encore un jeu qui existe aujourd'hui. D'ailleurs, il existe sur la version mobile. Le top 5 des jeux western de tous les temps, ça commence. Ton numéro 5, tiens, Stéphane, c'est quoi? Alors, je vais un petit peu mentir ce que j'ai dit au début sur l'évolution, on va dire, commence bien du genre et tout. Non, mais sur l'évolution du genre, parce que c'est vrai qu'en fait, si tu veux, mais c'est aussi qualitativement parlant, je pense que c'est celui sur lequel, de tous les 5, en fait, j'ai pris le moins de plaisir à jouer, même si j'ai pris du plaisir pour le coup, il est dans le top 5. Ouais. Hein. C'est Gun, en fait, c'est un jeu de 2005. Alors pourquoi du plaisir? Parce que déjà à l'époque, en fait, si tu veux, c'était un des premiers mondes ouverts de western, c'est-à-dire alors simili monde ouvert parce que c'était pas tout à fait
comme un monde ouvert actuel, si tu veux, où tu as beaucoup d'immersion, on va dire, si tu veux, en général. Là, c'était beaucoup plus, tu as une grande carte, si tu veux, et en fait, tu avais l'histoire principale et puis tu avais des petites quêtes secondaires avec des personnages, voilà quoi. Et bon, c'est une histoire de mémoire, hein, parce que j'ai pas rejoué là, parce que c'est vraiment un jeu qui est un peu pris maintenant. Hein. Ce qui était cool, c'était d'y jouer en HD déjà, pour commencer, parce que c'était un des premiers jeux de la Xbox 360. Donc mine de rien, qui était la première console HD quand elle est sortie, quoi. Et il y avait un cast, en fait, si tu veux, un chouette cast en fait d'acteurs en fait là-dedans. Donc en fait, tu avais un vrai pont entre guillemets entre le cinéma. Tu avais Lance Henriksen dedans, tu avais Chris Christopherson, tu avais Thomas Jane. En fait, c'était tout un tas d'acteurs comme ça. C'était des voix. Hein. Je crois que le personnage de Chris Christopherson, il ressemblait vraiment pour le coup à Chris Christopherson. Quoi. Ouais, donc des gueules. Voilà, c'est ça. Et tu avais une musique de western en fait qui était assez chouette en fait, qui était composée par Christopher Leonard, qui est aussi un compositeur de cinéma maintenant et qui a fait pas mal de jeux vidéo à l'époque. Hein. Et c'était vraiment en fait, il y avait beaucoup de soins qui étaient apportés à l'idée finalement en fait de créer en fait si tu veux une histoire assez courte, hein, c'était 10-15 heures de jeu en vrai, hein, pour un truc comme ça quoi, mais assez prenante, qui à mon avis aujourd'hui est complètement désuète évidemment, puisque en fait il y a quand même un gros éléphant dont on parle pas depuis non, on n'en parlera pas, qui a pris le relais, un gros mammouth quoi. Ouais. Donc voilà, donc forcément tu passes plus derrière en fait. Si tu rejoues à Gun aujourd'hui, je pense que le jeu il est automatiquement daté quoi. Mais voilà, de mémoire, en fait, si tu veux, je me rappelle que je m'étais dit, putain, c'est cool, en fait. Si tu veux, franchement, j'avais passé vraiment un bon moment, quoi. T'avais à cette époque-là, t'avais un autre jeu, je l'ai pas dans mes trucs, je pense que vous en avez, vous l'avez cité, un comme Call of Juarez, mais là, c'était plus du FPS. Donc, du coup, en fait, si tu veux, c'était presque quasi cosmétique. Pour moi, j'étais cool, hein, j'étais content. Putain, c'est des cols, c'est des machins, tu vois. C'est sympa, c'était un peu comment dire, pas toujours réussi non plus sur certains points, quoi, tu vois, mais disons qu'en fait, si tu veux, le fait qu'il y ait du cosmétique, des trucs comme ça, Gun, ça allait un petit peu plus loin. Je trouvais que c'était un petit peu plus immersif, un petit peu plus, ça ressemble un petit peu plus à du cinéma en même temps aussi, et un peu plus à du jeu vidéo aussi. Donc voilà, c'était vraiment, en fait, c'était vraiment plaisant à faire, et je préfère rester sur mon souvenir de l'époque, que de rejouer. Il y a une quinzaine d'années, on va dire, un peu plus même, que d'y rejouer maintenant, en fait, face à la concurrence, quoi. Pierre, ton numéro 5. Et ben justement, c'est l'évolution. C'est la concurrence. C'est l'évolution de Gun, justement, qui est Red Dead, mais alors le Red Dead Redemption, le premier, donc. Alors, 5e. Pourquoi en Il y a 5? 4 jeux qui sont quel meilleurs que Red Dead blasphème. dans ton esprit, quand même. Alors, Mais d'ailleurs- quel blasphème. d'ailleurs, je sais pas, Parce mais- que tu iras en enfer, je vois pas d'autres Je termes. pense- mais de toute façon, pour De toute façon, il va déjà en enfer. Pour une autre raison, oui, c'est pas, ça sera une de plus. Alors explique-toi. Alors, parce que, en fait, j'ai une relation assez conflictuelle avec Red Dead. En fait, c'est un jeu qui m'a profondément ennuyé pendant sa moitié et que j'ai trouvé fascinant dans sa On va seconde arrêter moitié. En cette fait. émission tout de suite. je le dis très vite. Allez, Pierre, vas-y. Ils ont ouvert la porte. C'est en. On a ouvert la fenêtre, tu vas Oui, la passer. fenêtre aussi, oui, c'est encore plus efficace. C'est très western justement de passer par la fenêtre en cassant Voilà, le vitre, c'est parfait. Et, Passe-ton de saloon. Allez, vas-y. Et en fait, voilà, je trouve que la toute première partie, pourtant, moi, je suis vraiment un gros fan de western. J'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence en voir. Et j'ai retrouvé rapidement tous les codes, en fait, le côté grand espace, qui pour le coup est une réalité, à la fois métaphorique et ludique. Et je trouvais ça intéressant de me promener en fait dans ces décors-là, mais j'avais rien qui me rattachait à ça en fait. Pour moi, c'était un décor très chouette avec des personnages cool, mais je voyais vraiment déjà les fils entre guillemets de qu'est-ce que je vais devoir faire, quelles sont ces quêtes annexes là. Ça rappelle d'Assassin sur certaines quêtes annexes un peu, quêtes FedEx. Et du coup, je me suis dit bon, le contexte me plaît, le monde me plaît, mais ces éléments de gameplay là et cette structure, je savais que j'allais pas forcément accrocher. Donc j'ai quand même continué parce que il y a un charme quand même dans ce jeu-là. Jusqu'au moment, effectivement, je pense que dont tout le monde se rappelle, tous les gens qui ont joué, le passage au Mexique. Ah oui. Et là, il y a un changement parce que là, le jeu en fait commence à, je trouve, devenir intime, ce qui n'était pas le cas avant en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment suivi l'itinéraire d'un personnage auquel je me suis accroché et auquel je me suis attaché et que j'avais envie de voir réussir en fait dans son entreprise, et qui devient un personnage tragique vers la fin du jeu, et qui relance vraiment en fait et qui moi m'a parlé dans les thèmes, vraiment dans le thème du western, de la perte, de justice émanante, de potentialité de mort à n'importe quel moment, et surtout
de personnages qui luttent contre un espace et contre eux-mêmes en fait. Et là, le jeu m'a parlé. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc à raconter, il y a une vraie histoire qui se met en place, il y a une vision qui était une vision qui me manquait par rapport au GTA, justement, où il y avait un vrai sous-texte, soit une critique, soit juste un témoignage d'un environnement, d'une époque. Et là, je trouvais que le jeu marchait, mais voilà, 5e, parce que j'ai quand même eu cette première partie où j'aurais du mal à rejouer maintenant, clairement, j'aurais du mal à passer ça. Mais la seconde partie que je trouve fascinante. On va en reparler de toute façon, hein. Évidemment, Red Dead, ça restera dans ce. Je pense. On sait pas, on a un doute. On sait pas. Qu'est-ce qui va mettre un jeu Rockstar? Je suis pas sûr pour savoir. Effectivement, quel suspense insoutenable. Alors moi, on va en reparler de Red Dead, évidemment. Moi, j'ai mis Gunfight, qui est un jeu du milieu des années 70, qui est un jeu d'arcade, qui a été largement Jean a 75 ans. Non, j'ai pas joué en 75, j'y ai vraiment joué au début des années 80, donc effectivement j'ai 75 000 ans. Mais c'était cool, c'était un peu Pong, mais à la place des deux barres, il y avait les deux cow-boys, et c'était des vrais duels, donc simulateur de duel, et il y avait des cactus donc cactus qui étaient destructibles, et donc il fallait tirer le plus vite et éviter de taper dans les cactus. C'était vraiment pas mal, et donc il y avait un score, donc on était vraiment entre guillemets dans une amélioration de Pong en réalité, transformé, mais j'y ai beaucoup joué aussi sur Vidéopack, qui est la console où ils avaient mis un espèce de clavier intégré pour dire aux parents achetez, ça va rendre vos enfants tellement plus intelligents. En fait, pas du tout, j'ai jamais utilisé ce fichu clavier. Et il y avait un jeu qui s'appelait Gunfighter, donc qui était une vraie pompe sur ça, mais là où on pouvait se déplacer. Et en réalité, c'était censé être un jeu de science-fiction, ce que je savais pas du tout. Donc là aussi, simulateur de duel. Et en fait, par contre, là, les cactus renvoyaient les balles. Donc tu pouvais tu pouvais te tuer. C'était effectivement un jeu de science-fiction. Oui, ça s'appelait Shodown 2100. D'accord. Mais chez nous, il est arrivé à Gunfighter et le mec qui était sur la couverture, la jaquette, c'était un cow-boy du 19e. C'était pas du tout un. En 2100, les cactus sont devenus vivants et en inox, tu sais, puis ça te renvoie les balles. Et ils te tirent dessus. Par contre, le coup de génie, enfin le gunfight est quand même bien balèze. Si on y rejoue maintenant, c'est un peu campon, ça tient quand même la route. C'est-à-dire que tu passes quand même 5 minutes sympa en jeu. L'autre, il est quand même super dur. Tu passes la moitié du temps à t'auto-flinguer. Vraiment vénère, hein. C'est un peu le Elden Ring visuel. Tu te tires des balles dans la tête, tu fais comment ça se fait? J'étais en train de mener 10 pions et puis je me retrouve mené de 15. Non, donc voilà, Gunfight, donc pour faire un petit rappel à ces années-là, et puis surtout parce que mon grand frère me mettait des tannées, donc on aimait bien se bastonner sur Vidéopack à côté de Gunfighter. Donc ça rentrait forcément dans mon top 5. Ça m'a donné envie de tirer sur les cactus, voir comment ça se passe vraiment. Ouais, voilà, exactement. Est-ce qu'ils se détruisent ou est-ce qu'ils te renvoient la balle? Ça, on ne sait pas. Stéphane, ton top 4? Top 4, Old World, la fureur de l'étranger. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi ce jeu qui est déjà, moi, je trouve un jeu plutôt sympathique, en fait, c'est-à-dire un petit TPS, dans l'univers de Old World. Old World, on connaît, hein, c'est Abe, comment le précise, une espèce de lemming, j'ai envie de dire. Une créature de troll, tu vois, si tu veux, qui doit s'échapper d'un univers de SF. Donc on est quand même dans la SF. Hein, c'est ça. C'est un espèce de mélange des genres, un peu comme Wild West. Mais parce que, en fait, mais avec une logique de western, parce que tu joues l'étranger, c'est-à-dire une créature, en fait, tu veux, qui est une espèce de chasseur de primes qui doit aller chercher donc d'autres bandits, en fait, dans un univers plus ou moins similaire. Avec beaucoup de codes de western, c'est-à-dire que vraiment, déjà, toi, de dos, t'es un mix entre Bronson et Clint Eastwood, tu vois, hein, clairement, si tu veux, avec le truc à la Sergio Leone et tout, quoi, le long manteau et tout, qui descend, le cache-poussière qui descend jusqu'au genou, jusqu'aux jambes même, tu vois, jusqu'au talon. Mais aussi, en fait, si tu veux, avec l'idée, en fait, que tu crées, entre guillemets, des armes, en fait, qui sont liées à l'univers d'Old World, tu vois. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce mélange-là, c'est que, en fait, ça renvoie finalement... alors pas à travers automatiquement le gameplay ou ce genre de choses, mais vraiment à travers l'idée générale, si tu veux, que pourquoi en fait le western est pour moi un des genres les plus cinématographiques, c'est pas seulement en fait pour les vistas, pour les choses, c'est que les codes en fait du western sont tellement imprégnés dans le cinéma, tellement imprégnés à travers en fait ce qu'on est censé raconter, que finalement en fait tu peux complètement les détourner et te mettre, tu peux faire un western de SF. Tu peux faire un western d'horreur. Star Wars. Tu peux faire un western. Exactement, voilà. Et donc, du coup. Ou Carpenter faisait des films d'horreur de western. Et en fait, du coup, tu te retrouves, en fait, si tu veux, avec une logique qui est probablement un aboutissement, en fait, pas forcément d'une réflexion d'ailleurs de leur part, hein, mais tout simplement de dire, on peut faire un western dans l'univers d'Oddworld, si tu veux, et on peut prendre cet univers qui existe, que les gens connaissent, casser le gameplay, casser, en fait, si tu veux, le fonctionnement du jeu. On est dans un autre jeu complètement. Et quand même faire ça, si tu veux, voilà. Et après, en soi, il y a un ton qui est fun. Oui, le ton, la narration est pas mal, c'est vraiment sympa. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, ce qui m'a plu, moi, dans le jeu.
C'est un jeu qui est un petit peu vieilli, hein, parce qu'il faut savoir qu'il ressorte régulièrement maintenant. Il en acheté sur en HD, Switch, justement. voilà, donc mais c'est un jeu qui date de 2005 aussi. Oui, Voilà. C'est une des exclus de la première Xbox, en fait. C'est ça, ouais, tout à fait, exactement. Et bon, du coup, même malgré les remasters, les machins, ça a pris un petit coup, mais voilà, il y a un élément qui est sympa, c'est que c'est à la fois TPS et FPS. Oui. Et je crois dans les phases de shoot, on passe coup, en fait, tu peux passer en vue à la première personne. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était aussi un des trucs que Gun a fait. C'est-à-dire à l'époque, c'est-à-dire que c'était un TPS et en même temps, de temps en temps, tu passais en FPS quand tu avais certains tirs en fait à faire. Donc voilà. Donc tu vois que ces jeux-là se posent la question en fait aussi de quand tu joues en fait un jeu de cowboy, ce qui est important, c'est ce que tu as dans le voilà, ce qui est important, c'est ce que tu as dans la ligne de mire, quoi. Donc c'est assez intéressant voilà, de voir ça comme ça, quoi. On va en reparler, me semble-t-il, si mon petit doigt me dit de ce Oddworld. Ton top 4, cher Pierre. Moi, c'est Desperados. Alors, c'est une série donc en 3 volets. Qui était en fait, alors c'est rigolo parce que c'est un peu la même histoire qu'avec Ikari Warriors et Gunsmoke. C'est-à-dire que, en fait, clairement, Desperados, c'est la réponse c'était Infogrames au commando de Eidos, en fait. Ouais. C'est quasiment le même type de jeu. C'est dans tous les cas, alors pour expliquer un peu, c'est des jeux où en fait on va devoir effectuer une mission. Donc c'est sur une carte définie, donc c'est pas, pour le coup, on n'est plus du tout au monde ouvert ou quoi, c'est vraiment des cartes de jeu. Et donc à chaque fois on a une mission et on va devoir accomplir la mission en étant le plus dans l'infiltration possible. C'est-à-dire que les ennemis vous tuent littéralement en 2 coups. Ouais, c'est assez rugueux. Hein, ouais, c'est assez rugueux. Et donc l'intérêt c'est de planifier en fait chaque attaque en plaçant bien ses personnages, sachant que chacun, notamment dans le premier je crois pas, mais dans les 2 suivants, chacun ont des compétences différentes. Donc il faut bien voir un peu à la MGS les cônes de vision des gardes. Sachant que des personnages peuvent les attirer, notamment il y a un personnage féminin qui peut détourner leur attention, on est encore dans les années 2000, qui permet en fait de passer facilement au nez à la barbe des gardes. Et l'intérêt était qu'il y avait tout un système de programmation d'action, c'est-à-dire qu'on pouvait justement déclencher une action classique, un peu comme un jeu d'action, ou alors la planifier en disant par exemple, imaginons qu'un personnage ait un 6 coups, il peut tirer 6 fois sur le même ennemi, mais on peut aussi définir que il va tirer sur 6 ennemis différents en fonction de son avancée, appuyer sur la touche action, on va dire, et lui, il va avancer tout seul et faire les actions qu'il a programmées, en fait. Et ça, à l'époque, c'était assez novateur. Commando le faisait aussi, mais donc, logiquement, comme c'était la réponse. Et donc, celui-là avait ce petit truc en plus d'être dans un univers western. Et il se servait beaucoup, en fait, de ces codes-là. Notamment, moi, ça me rappelait... c'est un jeu qui... Alors, je sais pas s'il est né de ce postulat-là, mais ça me rappelle beaucoup. Dans beaucoup de westerns, en fait, on voit les personnages souvent qui avancent sous le feu des adversaires qui sont retranchés dans une grange ou dans une maison, en se cachant des petits murets, en essayant d'avancer au fur et à mesure. Et je trouve qu'il colle bien à ce côté-là. Comme Commando collait avec le côté infiltration des films de guerre, je trouvais que celui-là collait bien avec le côté rapprochement des malfrats ou des cowboys. Bravo, les trucs. Voilà, exactement. Voilà. Ouais, puis il y a un petit côté RTS, western, vu sous la coupe du RTS et de la stratégie. Ouais, c'est un super souvenir. Je ne l'ai pas mis moi, dans le top 5. Je voulais le mettre dans les mentions honorables, mais c'est vrai que c'est un super bon souvenir de jeu de stratégie, parce que pour le coup, mais habillé en western, là pour le coup, on reparle de ce que tu disais, Stéphane, sur comment on peut réhabiller un genre, un genre vidéoludique. Non, alors c'est un truc qui pétarade. Moi, mon 4, c'est Call of Juarez. On en parle beaucoup quand même depuis le début. Gunslinger, qui était sorti en 2013. Très très bon souvenir. Là, vraiment, c'est sur les souvenirs. C'est un espèce de bonhomme qui est complètement mytho. Donc le mec, évidemment, il a une vie incroyable. Et il a gagné tous les duels de sa vie. Et donc, il raconte ces événements totalement mytho. Et à nous de jouer cette mythomanie, cette mythologie, cette fausse mythologie, en allant dézinguer chapitre après chapitre des bandits de grand chemin, etc. C'est très très chouette, parce que je trouve que c'était très très drôle. Et il y a vraiment un ton d'humour. Alors là, vraiment, on est quasiment dans le post-western où on peut s'en moquer. Ça peut être grotesque et c'est pas très grave. Dans le ton un peu très comédie, mais peut-être même plus que le spaghetti, c'est-à-dire vraiment un ton... Voilà, c'est du rêve, on vous vend rien du tout. De toute façon, si ça se trouve, ça s'est jamais passé et on s'en fout. Mais par contre, il y a une vraie jouissance du tir, parce que là, pour le coup, on peut inventer un peu tout et n'importe quoi. Même si je trouve que voilà, Call of Juarez, ça reste une saga entre guillemets un peu mineure, mais je trouve que dans les souvenirs, elle reste. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça. C'est un peu mineur, mais c'est quand même.
elle s'accroche toujours, c'est toujours un peu là dans nos histoires de jeux de western. Ils sont passés à comment dire à Dying Light en fait, de jeux de zombies à Dead Island, tout ça, tu vois. D'ailleurs, ils ont annoncé, apparemment, il y a une rumeur comme quoi Dead Island 2 serait c'est la totale, tu vois. complètement C'est régulier, un autre genre, quoi. Mais voilà, et en fait, ils ont appris leur technique au fur et à mesure. C'est-à-dire que, et le truc, c'est que Call of Juarez, moi j'ai un souvenir du premier jeu, si tu veux, où c'était cool de jouer en FPS parce que c'était un western, tout ça, etc., mais ça restait quand même, tu vois, techniquement moins fort qu'un bon FPS de cette époque-là. T'avais pas mal de moments, mais je me rappelle, il y avait un moment donné où tu faisais tout un tour de jeu de plateforme, si tu veux, pour arriver jusqu'à la fin du jeu, si tu veux, qui était vraiment un détour pendant quasiment 1 heure de jeu, en fait, sur le Grand Canyon. Tu traversais le Grand Canyon en entier et t'avais quasiment rien à faire. Et je me disais, mais pourquoi? Merde, il y a un ennemi de temps en temps, tu vois, en plus perdu dans le Grand Canyon. Donc il y avait des problèmes comme ça, des trucs et tout, mais c'est vrai que voilà, c'était cool de jouer. C'est quand même des jeux cool. Ça restera comme des jeux, c'est d'ailleurs la meilleure définition, c'est quand même des jeux cool. Oui, bien sûr. Et justement, tu sais, Gunslinger, mais qui pour le coup, je trouve assez malin parce que le fait que justement, en fait, ce soit par le prisme de la narration d'un personnage et où, en fonction de ce qu'il dit, des éléments changent dans le décor en temps réel, c'était assez malin. C'est souvent des souvenirs, hein, évidemment, le souvenir entache et change le présent du joueur. Ouais, je trouve ça vraiment très intelligent. La fameuse phrase de John Ford, en fait, qui disait si la légende est plus belle que la réalité, que l'histoire, en fait, imprimait la légende. C'est exactement, sauf que bon, il a des problèmes de mémoire, et évidemment, quand il imprime, ça imprime, des fois, ça imprime à moitié, quoi. Donc, allez, ton top, on rentre dans le top 3, le troisième. Top 3, parce qu'en fait, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas énormément de jeux, tu vois. C'est vrai. En plus, je vais te dire ça, mais moi, j'ai pas forcément. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de jeux, je trouve, quand même mémorables. Enfin, mémorables. Mais moi, il y a un jeu que j'aimais bien. En fait, un petit jeu d'arcade. C'est le plaisir coupable. Une fois, je suis un enfant des années 80 et tout. Donc, en fait, si tu veux, je jouais pas mal aux salles d'arcade et tout. Bon, ça, c'est un jeu des années 90, hein, c'est Sunset Riders. Alors, je pense qu'il y a pas mal de jeux de joueurs de ma génération qui ont peut-être joué, pour le coup, sur Mega Drive ou sur Super Nintendo, quoi, parce que ça a été adapté, quoi. Mais moi, j'y jouais, en fait, l'été. À Chypre, si tu veux, chez ma mère, tu vois, voilà, tranquille, parce qu'il y a les salles d'arcade. Tu sais, quand t'es gamin, t'as pas le droit de rentrer dans les salles d'arcade, en fait, en France, en tout cas, tu vois. Enfin, moi, c'était mon expérience, je sais pas pour vous, quoi. Mais c'était un peu. J'avais pas beaucoup de thunes, mais on y rentrait. Voilà, mais en fait, les autres, c'était sympa. Les patrons de bar te laissaient pas rentrer forcément, te laissaient pas forcément jouer parce que t'avais pas l'âge, etc. Je crois que c'était interdit au moins de 16 ou 18 ans, hein, il fallait être accompagné. À une époque, il me semble, Et du coup, à Chypre, j'avais pas du tout ce problème-là, tu vois. Donc en fait, je pouvais jouer à toutes les bornes d'arcade en fait qui étaient dans le bar du coin, quoi, local. Et en fait, il y avait ce Sunset Rider qui était pareil, un jeu de, je crois, que c'est Konami, si je dis pas de bêtises, quoi. Alors pour le coup, c'est un comment t'appelles ça, en scrolling Konami, horizontal. 91. C'est un scrolling horizontal. Et en gros, c'est très simple. À chaque niveau, si tu veux, c'est un niveau où tu dois chercher. T'es un chasseur de primes. T'as une comment cible. Ça, une cible, c'est comment ça s'appelle les affiches wanted, les recherchés mort au vif, tu vois. En fait, tu y allais avec 2 flingues et tu shootais dans le tas, quoi. Mais ce qui était un peu rigolo, c'est qu'il y avait un côté un peu cartoon en fait dans le design et tout. Un côté, où les mecs, c'est un jeu japonais. Donc les mecs, ils pétaient un boulard, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te retrouvais avec 25 vaches qui te courent dessus, si tu veux, il fallait sauter par-dessus pour les éviter. Enfin, c'était des trucs comme ça, quoi. Et donc, c'était vraiment. Mais c'est un jeu, tu vois. Pour prendre une adaptation un peu de cette époque-là, il y avait Robocop qui fonctionnait un peu comme ça, si tu veux. Il y avait des Rambo aussi comme ça sur un plan horizontal aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est que, en gros, tu as 2 niveaux de tir, c'est-à-dire tu as le niveau au niveau de ton regard, en fait, si tu veux, quand tu es au niveau du sol, tu vois. Puis après, tu tires dans le saloon sur les mecs qui sortent par les fenêtres, etc. Et donc, bon, évidemment, c'était très rudimentaire par rapport à, à l'univers du western et tout, mais c'était cool, quoi. C'était vraiment fun. Tu avais 2 colts, donc tu tires à 2 trucs et tout ça, etc. Ce que tu voyais peu dans les westerns aussi, quoi. Tu vois, donc voilà, c'était franchement, moi j'étais dans des westerns d'antan, je veux dire, tu vois. Donc ouais, franchement, c'est un jeu super cool. Maintenant, et je pense en fait, pareil, j'y ai pas joué depuis l'époque des émulateurs, tu vois, sur PC, quoi. Mais en fait, quand je l'avais remis, c'était une vraie Madeleine, tu vois, de Proust, et ça fonctionnait super bien, quoi. J'ai pas beaucoup de nostalgie en général, mais sur le jeu vidéo un petit peu quand même, sur certains jeux comme ça. Et celui-là, franchement, il était sympa, quoi. Je crois qu'on a tous des nostalgies du jeu vidéo, et celles et ceux qui nous écoutent aussi. Top 3, Pierre. Allez, on rentre dans le dur, là. C'est fou parce qu'on s'est pas mis d'accord avant sur les tops, et à chaque fois, tu m'ouvres des perspectives sur lesquelles je peux rebondir. C'est fou. Là, en fait, c'est Wild Arms. Donc, alors, on dirait pas comme ça, mais attention, il y a un twist. Donc, Wild Arms, c'est une série de RPG japonais dans un univers Far West. Donc, qui était à l'époque une première, parce que
aucun jeu n'avait pris ce genre de configuration à l'époque, notamment dans ce genre-là. Et le truc, c'est que donc, en fait, c'était développé par une boîte qui s'appelait Mediavision, qui faisait du shooter, justement, en arcade, avec des guns. Donc voilà, je rebondis sur ce que tu disais. Et donc, logiquement, quand on leur a demandé de faire un RPG, parce que alors je ne sais plus avec qui ils travaillaient à l'époque, mais cette société-là, donc l'éditeur, voulait un RPG, parce qu'il faut voir qu'à l'époque, c'était un peu la grande mode du RPG au Japon. Enfin, il y avait du FF7, il y avait toute la frange des RPG japonais sur Super Famicom, notamment. C'était le genre en roi, quoi. Oui. Et pour le coup, ils savaient qu'ils allaient faire de l'argent avec un jeu de rôle. Et donc, voilà, donc ils ont vraiment pris les bases de vraiment classiques du RPG d'époque avec un habillage western. Et ce qui est fou, c'est que ça fait partie des œuvres les plus respectueuses de l'univers western, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans cet univers-là. Donc, ils sont inspirés à la fois forcément de western spaghetti, pardon, et surtout en fait d'un animé qui est sorti aussi à l'époque, en 96 aussi, 95-96, qui s'appelait Trigun, qui était une relecture effectivement du western dans un univers post-apo. Et donc ils ont vraiment mélangé ces références-là, et ça donne un RPG dans un univers Far West, avec des personnages qui ont aussi des pouvoirs magiques, qui ont des tropes aussi du RPG, avec la jeune soigneuse, avec le personnage qui a un petit animal de compagnie, voilà. Et surtout, il y avait tout un travail musical où notamment l'intro du jeu, donc en animation aussi, a un thème sifflé qui ressemble énormément en fait à des thèmes de Leon et de Morricone, pardon. Et en fait, tous les jeux, alors on va dire jusqu'au 4 ou 5, ont ce côté vraiment très viscéral western. Ça change un peu après, ça devient un peu plus SF sur les suivants. Mais donc jusqu'au 3, il y a vraiment ce côté-là, et où on retrouve à la fois des éléments de RPG classique japonais et des personnages typiques du western, qu'on peut retrouver assez facilement, le renégat avec sa grande écharpe, le spécialiste en fait du tir que personne n'a jamais battu, enfin voilà, que vraiment des espèces de figures, et qui sont intégrées dans cette acceptation japonaise en fait du jeu vidéo. Et c'est intéressant de les faire encore maintenant, ouais. Wild Arms, t'aimes bien les jeux, les westerns qui sont un peu sauce matinée de fantastique, je dirais. Un peu déviant, un peu déviant. Je note ce penchant-là. Moi, ce sera beaucoup plus western avec Outlaws, mon numéro 3. Là aussi, c'est un souvenir incroyable, un souvenir incroyable sur PC. On commence à arriver vers l'âge d'or du PC, c'est-à-dire à la fin des années 90, 97. On va commencer à rentrer dans cet âge absolument incroyable. Doom a déjà cartonné, et c'est un Doom-like, mais dans le monde du western. Et en fait, on voit une espèce de Colt au milieu du c'est une vengeance, évidemment, la vengeance d'un marshal qui a perdu sa femme, et qui va tuer jusqu'au boss final, finalement, tous les brigands. Et on a ce décor de western tout à fait classique, hein. Ils vont reprendre le saloon, ils vont reprendre le petit village un peu perdu, etc. Et ça n'arrête pas de flinguer. Mais les cinématiques étaient très chouettes, quasiment, c'était pas du cel shading, mais ça ressemblait, avec des ombres très marquées, très proches de la bande dessinée. Il y avait vraiment un côté un peu narratif en tout cas, expliqué par les cinématiques. Après, le reste, c'était un shooter. Mais je trouve que c'était un super détournement de Doom, hein. Ça reste un Doom-like, alors pur et dur, mais ils avaient très bien compris, et ça marchait bien. Et là, j'étais dedans, moi, j'étais vraiment dedans, parce qu'il y avait commence à y avoir là vraiment un début de narration réellement poussé, même si c'est du à gros traits, même si c'est du déjà vu. Là, tu parlais de tropes, là, il y en a, hein, c'est vraiment voilà, la vengeance, mais ça marche, et ça marchait, et je trouve que voilà, non, j'ai juste regardé, j'ai pas rejoué, j'ai regardé avec nostalgie les vidéos sur YouTube. Je me suis dit, c'était incroyable, qu'est-ce que j'ai pu dézinguer sur ce jeu Outlaws, et ça commençait à monter là, enfin je veux dire, voilà, l'ère du PC commençait vraiment à poindre à l'horizon, et c'était vraiment un souvenir absolument excellent. On rentre dans le top 2. Bon là, hein, Alors on se rapproche. Hein. On se rapproche dangereusement. Ton numéro 2. Red Dead Redemption, alors le premier pour le coup, hein, voilà. Alors, par où commencer? C'est-à-dire que, en fait, en gros, pourquoi Red Dead Redemption avant Red Dead Redemption 2? Donc moi, pour pas cacher, puisqu'on va commencer le débat, moi j'ai choisi le contraire. Voilà, c'est ça. Mais à la limite, c'est pas débattable, c'est vraiment une question d'expérience, quoi, tu vois, de jeu. C'est-à-dire que moi, comment dire, j'ai adoré évidemment Red Dead Redemption, hein,
à l'époque où il est sorti. Je l'ai fait en long, en large et en travers. Je l'ai saigné, j'ai fait le 100% et tout. Il y avait quelque chose d'un western total, si tu veux, en fait, dans le truc. Et je dis de western total par rapport à ce que le western représente en tant que genre cinématographique, encore une fois. C'est-à-dire qu'en gros, Rockstar n'a jamais caché son influence, en fait, vis-à-vis du cinéma. C'est-à-dire que clairement, en fait, si tu veux, que ce soit dans GTA 3 quand il citait Scarface, que ensuite tu jouais à GTA 4, tu avais le braquage de Hit, tous ces trucs-là, c'est clairement, en fait, si tu veux, voilà, et c'est quelque chose qu'en fait, moi je trouve à tort, hein, quelque part, on leur a pas mal reproché à une époque de dire oui, mais vous prenez des moments de cinéma, on voit vos influences à proprement parler, et on va dire que moi je leur reproche pas ça, mais on va dire que justement, en fait, si tu veux, la grosse appréciation que j'avais du premier Red Dead, c'était de me dire, mais en fait, c'est un voyage dans le genre cinématographique, c'est-à-dire mais en jeu vidéo. C'est-à-dire que tu avais, quand tu regardes la carte et la façon dont le jeu te fait progresser, il te fait progresser à travers l'histoire du western au cinéma. C'est-à-dire que vraiment, tu te retrouves avec d'abord en fait, le western classique, à papa, où tu as même carrément, si tu veux, des références à ce moment-là au cinématographe en fait, de l'époque. C'est-à-dire que vraiment, les tout premiers films, tu pouvais aller au cinéma et voir des tout premiers films, en fait, si tu veux, qui n'étaient pas des westerns en l'occurrence, en fait, dans Red Dead, mais c'est vraiment, en fait, c'est le western à papa, à la John Ford, à la tout ça, etc., etc. Et plus tu progresses dans l'intrigue et tu te retrouves effectivement au Mexique, où là, d'un seul coup, tu te retrouves avec le western spaghetti. Clairement, la révolution mexicaine, qui était aussi en fait un truc qui était traité dans le cinéma, comment dire, américain. Hein, je pense à Veracruz, en fait, tous ces trucs-là et tout, quoi. Enfin, pas Veracruz, mais Viva Zapata, tous ces trucs-là et tout. Et en fait, si tu veux, tout ce glissement progressif, en fait, par rapport à comment dire, à la au genre western, en fait, si tu veux, cinématographique, tu vois. En fait, repart dans le sens inverse, où d'un seul coup, tu termines en fait dans les montagnes enneigées, dans les trucs, et tu te retrouves avec un espèce de western crépusculaire, tu vois, des années 70, 80, 90, si tu veux, évidemment impitoyable. Avec un ton plus à la Eastwood. Voilà, exactement. Et déjà, il y avait cette espèce de voyage que je trouvais absolument incroyable, si tu veux, c'est-à-dire que vraiment, je me disais, ah, mais en fait, et je pense pas que ce soit moi qui me tape un trip, hein, je pense qu'ils ont vraiment cherché à te faire ça, si tu veux, en tant que vrai fan de cinéma, en tant que vrai fan de western. Donc, tu avais un espèce de côté total avec ça. Tu avais un deuxième côté total, en fait, si tu veux. Alors, moi, c'est une appréciation personnelle, hein, mais j'ai tout de suite accroché au personnage de Marston parce qu'en fait, si tu veux, c'est un personnage à la Bronson. Et moi, tout de suite, en fait, si tu veux, j'adore John Wayne, j'adore Clint Eastwood, mais j'étais content, en fait, si tu veux, que les mecs ne prennent pas les deux cow-boys archétypaux, en fait, si tu veux, du cinéma, et qu'ils aillent chercher vraiment le hors-la-loi avec une tête de hors-la-loi, si tu veux, pour lui faire jouer un rôle de hors-la-loi. Parce que c'est l'histoire du personnage, hein, c'est l'histoire ultra tragique de ce personnage qui, en gros, si tu veux, veut faire amende honorable, veut, en fait, si tu veux, comme tous les personnages de Rockstar, un peu travailler, si tu veux, que ce soit Nico Bellic ou ce genre de choses, tu vois, arrive et disent, je vais peut-être changer maintenant, je vais essayer de changer, mais en fait, l'univers l'empêche de changer, quoi, si tu veux, le monde dans lequel il l'empêche de changer. Donc je trouve ça super que les mecs, il aient une espèce de référence à la Bronson avec une voix éraillée, tu vois, cassée, si tu veux, avec des histoires d'amour potentielles qui montent. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont reproché ça au jeu à l'époque, et moi je trouve ça dommage en fait de pas réfléchir en fait par rapport à ce que le jeu essaie de te raconter. C'est que tu peux pas aller voir les prostituées. C'était un trope en fait des GTA-like. Tu pouvais aller voir des prostituées, mais là à chaque fois que le personnage s'approche d'une prostituée, t'essayes, hein. Tu dis tiens, je vais aller voir une prostituée. Il fait non, je suis marié. Et toute l'idée en fait, si tu veux, c'est que c'est l'idée d'un personnage qui cherche dans sa rédemption, Red Dead Redemption, quoi, à revenir comme dans l'Odyssée, si tu veux, à sa femme, quoi, si tu veux. Et en fait, c'est toute l'idée du truc, et de vivre cette vie paisible, en fait. Et donc ça, je trouve ça extrêmement touchant, en fait, cette espèce de fil rouge directif et tout, quoi. T'as aussi, en fait, si tu veux, en termes de gameplay, tous les trucs de gameplay, en fait, si tu veux, qui sont propices au western. C'est-à-dire que moi, j'aime pas le poker, hein. On en a vu toutes des scènes de poker dans les salons, etc. Donc, tu as du poker en fait dans le jeu. Voilà. Bon, moi, ce que je faisais, c'est que je croisais les deux. Tu vois, c'est-à-dire, je me disais, bon, c'est quoi, je vais tricher, comme ça, je vais avoir un duel à la fin et je vais les fumer, tu vois. Et comme ça, je vais gagner ma partie comme ça, tu vois. Mais c'est aussi une façon de jouer. Tu pouvais jouer si tu es bon au poker. Moi, c'est pas mon cas. Tu peux gagner. Moi, je suis nul. Donc, si tu veux, à la fin, je faisais en sorte de tirer le premier, quoi. Tu vois, c'était ça le truc, quoi. Donc, ça, tu as les duels aussi, ce qui était un truc plutôt cool. T'as, par exemple, je sais pas, je vais prendre cet exemple, tu vois, t'as le jeu de cheval, comment t'appelles ça quand tu jettes le fer à cheval, ouais. Le fer à cheval, le fer à cheval. Voilà. T'as, comment dire, t'as le jeu où avec le couteau sur les doigts, tu vois, si tu veux. Donc t'as tout un tas de trucs comme ça de western, en fait, absolument géniaux. Et puis, je spoil, hein, t'as cette fin absolument incroyable, en fait. C'est-à-dire où, à un moment donné, en fait, ton passé te rattrape, si tu veux. Et parce que t'as ce système, en fait, que je trouvais et je le trouve hyper fort, cette scène, parce que elle est intégrée en gameplay. C'est-à-dire que dans le jeu, tu as un système de jeu qui est le Dead Eye, en fait. C'est ça, le Red Eye, le Dead Eye, je sais plus. En gros, tu rentres en mode ralenti, et d'un seul coup, tu peux cibler, Tu cibles, en fait. Cible, et une fois que tu relâches,
le héros tire. Tes trucs, voilà. Et c'est ton côté, voilà, t'es un super cow-boy qui arrive voilà, à jouer ça. Sauf quand on a 12, quand on a 15 en face, avec des mitrailleuses, la scène finale te met face au FBI, enfin les Pinkertons, si tu veux, en l'occurrence, quoi, qui viennent te chercher, qui veulent après que tu aies fait leur sale boulot pour eux, en fait, si tu veux, puisque tu vas chercher tout ton ancien gang, te pousse à, je spoil, hein, vraiment. Donc, si vous n'avez pas fait Red Dead, déjà vous arrêtez d'écouter, vous allez faire Red Dead, vous revenez, quoi, parce que c'est Red Dead. Dans 6 mois. Voilà, non, mais clairement, tu vois. Oui, parce que si tu te mets à la chasse aussi, parce que ça c'est pareil, il y a un système de chasse qui a été repris par tous les open world, en fait, qui avait un petit peu de survival. Mais tu peux faire tellement de milliards de trucs. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait participe aussi du côté western, tu vois. Donc, en fait, tu te retrouves, t'as les Pinkertons qui attaquent comment dire, ta grange, quoi, ton petit coin de paradis que tu as essayé de te créer avec ta famille, avec ton fils et tout ça, etc. etc. Et, comment dire, tu te retrouves face d'eux, tu sors de ta grange, et là, en fait, le jeu rentre en mode Dead Eye. Donc, tu te dis, putain, mais en fait, je peux les buter. Tu vois, sauf que c'est ce que le jeu essaie de te faire croire. Donc là, tu essayes de tac, tu essayes de tous les avoir, et évidemment, en fait. Mais le timing passe trop et ça va trop vite, il y en a trop. Exprès, tu vois, voilà. Et du coup, ça devient presque plus déchirant parce qu'en fait, tu sens toi-même, putain, mais j'ai essayé de le sauver, mon perso, et en fait, tu n'y arrives pas, quoi. Et du coup, c'est un truc assez fort. Avec effectivement aussi un choix musical très prononcé qui est très 70s, tu vois, avec on va chercher des chansons des années 70. Oui, c'est très référencé, d'ailleurs, c'est ce qu'on verra par rapport. C'est très folk. Voilà, c'est ça revient en fait à un type de western des années, ce qui se faisait dans les années 70, tu vois, à la Robert Altman, à la des trucs comme ça, quoi. Et vraiment, en fait, si tu veux, il y a ce côté total que je trouve absolument incroyable, en fait, et qui pour moi, en fait, pour moi, c'est clairement un chef-d'œuvre, hein. C'est-à-dire que vraiment Red Dead Redemption, c'est un jeu incroyable. C'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait de ma vie. Voilà, parce que effectivement, j'ai conscience que mon amour du western, en fait, si tu veux, participe aussi au truc, quoi. Mais je trouve que c'est un jeu d'une qualité absolument d'écriture, de comment dire, de ton, de prise en considération de ce que le joueur en fait doit faire dans le jeu, si tu veux. C'est un jeu très très cohérent, quoi. Je l'ai fait qu'une fois parce que je pense que en fait c'est un jeu qui m'a tellement comment dire, touché au moment. En fait, je me suis dit, si je me remets dedans, est-ce que ça va fonctionner pareil, si tu veux. Tu vois, je vais peut-être faire une petite mention sur Undead. Nightmare, qui est le gros DLC. Qui était leur gros DLC, qui est pas évidemment pas aussi abouti, qui est moins version zombie, un peu moins cohérent, mais qui était cool en fait. Et qui était pas mal parce qu'en fait, si tu veux, ils avaient repensé un tout petit peu le système, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mettais des zombies dans le jeu, alors c'était à travers une comment t'appelles ça, une malédiction mexicaine, si tu veux. Voilà quoi, ton personnage devenait zombie et c'était vraiment un truc qui était en plus narrativement intégré dans un moment spécifique du jeu que tu n'avais pas fait, quoi, tu vois. Ce truc-là, en fait, si tu veux, ce que j'avais trouvé plutôt malin, c'est au-delà du côté, tu as des moments horde où tu dois buter je sais pas combien de zombies, etc., etc. Tu avais, comment dire, un changement de système économique. C'est-à-dire que tu as le système économique dans Red Dead, en fait, qui, voilà, tu gagnes de l'argent pour changer tes flingues, changer tes vêtements, tout ça, etc., etc. Et un peu, d'ailleurs, customiser ton truc préféré. Moi, mon personnage, il est tout le temps en cache-poussière à la Sergio Leone, toi, forcément, quoi. Mais là, ils ont changé ce système économique avec des balles. Et j'ai trouvé ça super bien vu, en fait, parce que c'est déjà, le switch est assez naturel. Et en fait, il est cohérent avec le fait que là, tu rentres en mode survie contre des zombies, si tu veux, et le jeu joue sur ça, si tu veux. Et du coup, c'est plutôt bien vu parce que d'un seul coup, tu as de moins en moins de balles et c'est ça qu'il faut que tu réussisses à récupérer. Et surtout, il faut les tirer en pleine tête. C'est-à-dire que dans le jeu normal, tu pouvais les toucher un peu n'importe où, ça touchait. Là, dans les pieds, dans les jambes, ils s'en fichent un peu comme là. Je crois que c'était dans les jambes d'abord et après un bon coup dans la tête. Enfin, tu étais obligé de reprendre une nouvelle stratégie pour les flinguer. Sinon, c'est la méthode classique, tes balles, elles partaient. Bon, bref, tu pointes un petit truc du doigt qui est intéressant sur le premier Red Dead, comme ça aussi, c'était l'usage de la violence, en fait. C'est-à-dire que là, sur les zombies, c'est assez spécifique et tout, mais je me rappelle même qu'un des trucs qui m'avait vraiment marqué, en fait, dans le jeu, c'est que dans les moments, si tu veux, où tu tires, en fait, justement, sur certains points, tu vois, spécifiques, en fait, les mecs se tiraient une balle dans la tête eux-mêmes, tu vois, parce que d'un seul coup, ils avaient un espèce de, comment t'appelles ça, de spasme, en fait, si tu veux, de la balle qu'ils recevaient, qui faisait que d'un seul coup le flingue se retournait contre eux-mêmes et ils se tiraient dessus et c'est un truc en fait que j'ai toujours trouvé hyper comment dire marquant en fait si tu veux dans la violence à la fois cinématographique ou dans le jeu vidéo en fait si tu veux cette espèce de truc de comment dire tu vois en fait le corps humain peut faire ça tu vois ce que je veux dire et cette prise en compte si tu veux dans le jeu elle participait, je trouvais, de l'univers violent en fait du western, parce qu'il faut le dire, c'est ça en fait, l'Ouest sauvage, c'était l'Ouest sauvage, quoi, tu vois. Donc, c'est très bien représenté aussi. Même si Red Dead arrive, effectivement, on est entre deux mondes et c'est aussi l'un des intérêts. Avant qu'on finisse le débat avec le top 1 sur Red Dead,
Ton top 2, Eh ben alors, du coup, moi, on en a déjà parlé. on a déjà parlé, c'est Oddworld Stranger. Alors pourquoi en numéro 2? Qu'est-ce qui fait que il est là Alors, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est intéressant parce il va sur un autre domaine du western. C'est-à-dire que là, on a parlé vraiment du western de John Ford, de western crépusculaire à Eastwood. Et là, c'est un peu plus dans la ligne droite de Danse avec les loups, en fait. C'est Carrément. Ah, bah non, vraiment. Ah Enfin, ouais. Ah, vas-y. pas en tant que fresque, mais dans ce Ouais. que ça implique de commentaires sur un état des États-Unis à un instant T, en fait. Et je sais qu'à l'époque, moi j'avais interviewé Lord Lanning, donc le concepteur d'Oddworld Inhabitants globalement, et je lui ai posé la question, justement, je lui ai dit, c'est étonnant parce que il y a un côté effectivement western pur avec on a un chasseur de primes, on va tuer des cibles, mais alors il y a une seconde partie, alors là je vais aussi spoiler, donc si vous voulez le faire, allez-y avant. Mais à la moitié du jeu, en fait, on va se rendre compte que ce personnage, qui est un chasseur de primes extrêmement connu de espèce de Far West fantaisiste, est en fait une des créatures mythologiques de cet univers-là, en fait, qui se cache sous son manteau, sous son chapeau, et qui appartient à le bestiaire mythologique de ce western et de ce Far West, et surtout en fait qui est une espèce quasiment disparue et qui est en lien avec beaucoup d'autres espèces qui ont été complètement tuées, en fait, chassées. Et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais c'est étonnant, en fait, d'avoir ce basculement. Il m'avait dit, en fait, nous, c'est ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on voulait traiter de la manière dont les Américains ont complètement déstructuré les sociétés natives américaines. Voilà. Et ça a marqué pour ça, en fait. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout à ce basculement-là. Je ne m'attendais pas du tout, même si je connais Lord Lanning et je sais que c'est quelqu'un qui est très dans le questionnement de la société de consommation. Et j'ai trouvé ça fort, en fait, d'arriver sur ce postulat-là. Et je pense que beaucoup de gens. Alors, c'était un jeu qui était assez clivant parce que pour moi, c'est un excellent jeu, mais il peut. Enfin, vraiment une première partie qui peut lasser, en fait, dans ses mécaniques. Et je pense que peut-être pas beaucoup de gens sont arrivés jusque-là, en fait, et n'ont pas vu son vrai message, qui était ce message de respect et de vision du western comme une manière de questionner ce que c'est qu'arriver, en fait, en tant que colonisateur ou en tant que grande corporation dans un univers qui n'a rien demandé, en fait, et on va vraiment prendre espèce de pas mondialiste sur des gens qui n'ont rien demandé, en fait. Et moi, je m'en rappelais même plus, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, j'y avais joué sur la première Xbox à l'époque, quoi, tu vois, et effectivement, j'avais complètement zappé cet aspect-là. Vous l'avez mis tous les deux dans votre top 5. Donc, Oui, ça le veut dire jeu que est c'est cool, quand même et- pas du. mais je l'ai pas refait en entier, c'est ça que je veux dire, Ouais. avec les nouvelles versions et tout, mais ouais, ça j'avais oublié cet Et aspect-là. ce qui est rigolo, c'est que justement, on passe donc du tracker à tracker, on se fait vraiment poursuivre pendant tout le jeu, et on change de manière juste même de progression. C'est-à-dire qu'on change, on était vraiment une sorte de coureur, en fait, avec son flingue, et après on passe à un personnage qui se déplace que en canoë, avec d'autres types d'armes. Enfin, il y a vraiment un changement de paradigme, et où en fait, comme on a vécu les deux parties, un peu comme Last of Us 2, en fait, moins radical, mais comme on a vécu les deux visions, en fait, de ce qu'est le Far West, on peut en fait avoir nous-mêmes un avis sur comment le cinéma l'a traité et comment même juste la culture américaine l'a traité. Ouais. Allez, on va passer au top 1. Je vous donne pas mon Et top toi, 2. tu donnes pas ton top Si, je donne. Si, en Bah, fait. je vais le donner maintenant parce que je vais en parler en fait en premier, puis je vais vous lancer. Moi, je mets Red Dead 2 en 2. Et je suis les chiffres, excusez-moi. Parce qu'il y a quand même une question de. Voilà, moi, on m'a bien appris à l'école. Oui, mais sauf que Le attends, 1, il est 1 et le 2, il est 2. Je sais sauf pas que comment. le 2 et le 1, puisqu'en fait, c'est une préquelle, tu vois. Donc, N'essaie pas d'embrouiller alors que Ah bah, mon écoute, discours était parfaitement c'est eux- clair c'est et eux qui- mathématique. Non, mais c'est eux qui embrouillent tout le monde en plus, tu vois. Donc, ça sert à Non, rien. j'ai mis Red Dead 2. Alors bon, après, ça se joue à des souvenirs. J'ai pas grand-chose à ajouter sur mon premier, donc Red Dead Redemption, par rapport à ce que tu as dit, Stéphane. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce que tu as dit, ça m'a ouvert l'esprit. C'est vraiment un jeu open mind où sur fait, ah ouais, c'est ça aussi le jeu vidéo. Ok. Ah ouais. Ok, next step. C'est-à-dire que maintenant, je vais avoir du mal, inconsciemment ou involontairement, on en a parlé d'ailleurs dans Elden Ring, c'est-à-dire que quand tu veux de la narration, quand tu veux quelque chose, etc., bah là, t'as un peu tout en même temps, et sur un truc très tenu, et finalement sur des distances, c'est-à-dire un espace en nombre de kilomètres carrés, je sais pas combien ça doit faire, mais plutôt bien fichu, plutôt bien pensé, plutôt bien faisable. Moi, je suis pas sur les trucs très très grands où à des moments, tu as des espaces quand même très très vides, mais là, ça s'explique les espaces très vides dans Red Dead Redemption. Donc,
voilà, je relèverais sur ce côté vraiment open mind, sur évidemment l'histoire du cinéma, mais ça c'est tellement, voilà, c'est tellement génial. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui sont très marquantes. Le passage de la rivière, bon, effectivement au Mexique, est absolument incroyable avec la musique qui part et ce moment extrêmement contemplatif. Alors que tu viens de dessouder, mais je sais pas combien t'as passé de milliers de balles sur cette foutue rivière et tout d'un coup tout est calme et t'es à un moment apaisé. Tu fais mais est-ce que j'ai déjà ressenti cette émotion-là, hein, des émotions on en a déjà ressenti, mais cette émotion-là dans un jeu vidéo, dans un autre jeu vidéo, non. Enfin, moi, à ma connaissance, j'en avais pas ce ressenti. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en numéro 1, c'est parce que je trouve qu'il est tenu, il est ténu, il tient toujours. Et pourtant, moi, je me suis barré la quête principale. Je sais même pas si elle fait 20 heures, si on la fait vite. Hein, je l'ai perdu complètement de vue. Enfin, je faisais autre chose, je chassais, rien à faire, etc. Et pourquoi je mets le Red Dead 2 alors qu'il est effectivement bien plus abouti si on parle du monde ouvert vous allez en parler de Red Dead 2 puisque vous l'avez placé tous les deux, vous, en numéro 1, c'est que même si c'est le plus grand jeu organique pour moi à monde ouvert, c'est-à-dire que c'est vivant, la lumière est vivante. La lumière de Red Dead 2 est vivante. C'est-à-dire que c'est quand même fou de penser ça. Je trouve qu'ils se sont un peu plus, mais ça on en avait parlé, par exemple le hub où on se sent un tout petit peu plus engoncé finalement. C'est le sentiment de liberté que j'avais eu dans le 1. Et c'est pas qu'il a complètement disparu, on peut très bien jouer complètement en ligne, mais il était un tout petit peu plus engoncé. Je pense qu'il y a eu, et d'ailleurs le temps de développement peut-être le dit, mais en tout cas moi je le suppose, a été peut-être un peu plus de complexité à le rendre extrêmement fluide, cette fluidité qu'a le 1, parce que moi je l'ai refait tout de suite après le 2, parce que c'est la suite directe, hein, on quitte Marston et on va trouver dans Red Dead. Et du coup, je trouve toujours extrêmement bien fichu. Je pense qu'un remaster, ça surcartonnera, parce que le truc est extrêmement bien, tellement bien fichu. Mais le Red Dead 2 reste aussi un chef-d'œuvre, mais je dirais que c'est un chef-d'œuvre malade, et tant mieux d'ailleurs. On en a beaucoup parlé ici au Casque et l'Enclume, c'est un très très grand jeu, très grand jeu contemporain, mais c'est pour ça que je le placerai peut-être aussi qu'en numéro 2. En tout cas, j'ai moins de souvenirs et moins d'attachement qu'avec Marston, le héros de Red Dead 1. Je fais une petite parenthèse là-dessus, pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai que peut-être ceux qui nous découvrent là maintenant avec la nouvelle formule sur Capture Mag, en fait, il faut savoir qu'effectivement, il y a un fil, le Casque et l'Enclume, avec des podcasts qu'on a fait. On avait parlé d'ailleurs de Red Dead 2, tous ensemble. Et en fait, le truc, c'est que ça se trouve sur Spotify encore, sur ce truc-là. Il faut le dire pour les gens, parce qu'on m'avait posé la question sur Internet et j'ai répondu. Mais bon, que les gens le sachent, en fait, si tu veux, si vous voulez vraiment une grosse analyse très poussée sur Red Dead 2, on en avait fait une qui durait 1h30. Oui, c'était costaud. Moi, alors, Red Dead 2, moi, je sais pas si c'est un jeu malade. Je sais pas, moi, je sais pas si je le qualifierais comme ça. Pourquoi je le mets en premier par rapport à Red Dead, c'est que je me suis vraiment demandé comment tu pouvais faire quelque part mieux que Red Dead parce que c'était un jeu totalement contenu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait, et je me suis dit, ça va être très très difficile. En plus, les préquels, c'est compliqué parce qu'il faut recoller. On parle d'un personnage comme Marston, pas Marston, qui est, comment il s'appelle Dans le 2 Dans le 2, ouais, j'ai juste un trou. Oui, mais c'est d'ailleurs le problème, c'est que moi non plus je m'en souviens pas, mais parce que je pense qu'il est moins Arthur Morgan, merci, c'est Alain qui me souffle Arthur Morgan, voilà. Déjà même son nom arrive pas, tu vois. C'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est pas tant que je l'oublie le personnage, parce que justement pour le coup je m'en rappelle et je m'en rappelle en tant que voilà figure importante, parce que le truc c'est qu'il a une destinée tragique, mais c'est un personnage qui n'est jamais mentionné dans le premier Red Dead et pour cause, tu vois. Je veux dire, il n'existait pas dans l'esprit des développeurs ou l'esprit des gens qui ont créé le jeu, quoi. Donc du coup tout ça c'est très casse-gueule en fait, si tu veux. C'est-à-dire que comment est-ce que tu arrives à recréer tout un truc comme ça, en plus en prenant en conscience le joueur en fait qui aurait joué au premier, en prenant en conscience le joueur qui aurait pas joué au premier. Enfin, tu vois, ça devient tout un espèce de truc comme ça. Et je trouve que déjà là-dessus, ils s'en sortent super bien. C'est-à-dire que vraiment, je vois pas de disparité, si tu veux, entre. C'est-à-dire que pour moi, il y a un truc qui est cohérent. Mais il y a un truc qui est cohérent en termes de map aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu as une map qui est absolument gigantesque. Et la map de Red Dead, en fait, ils te la font ouvrir à la toute fin pour l'épilogue. Et là, tu te dis, mais ils sont malades, les gars. C'est une map entière. D'un seul coup, tu vois l'énormité de Red Dead 2 dans les dernières heures en fait de Red Dead 2, au moment où il t'ouvre la map de Red Dead 1 et tu fais mais en fait ça prend 15% de la map que je viens de faire. Et en fait, si tu veux, Red Dead, moi encore une fois j'adore le jeu, c'est un chef-d'œuvre, tu vois, mais c'est un jeu en fait sur lequel j'ai passé 50, 60 heures, tu vois. Sur Red Dead 2, j'ai passé 200 heures. Et 200 heures, non pas parce que j'ai forcément plus de trucs à faire, hein, mais c'est qu'en termes d'explos. Ce que je veux dire en fait par rapport à ça, c'est que en tant que hommage absolu au western cinématographique, le premier Red Dead se suffit à lui-même, il est incroyable. Mais la next step, pour moi, en fait, c'est est-ce que tu vas vivre ta vie de cow-boy ou pas? Tu parlais de monde ouvert organique, tu vois, et là je suis totalement d'accord avec toi, je te rejoins complètement, il n'y a pas que la lumière, il y a tout, vraiment, tout est organique parce que, en fait, tu as un moment donné où tu es dans l'explos et tu vas voir, et ça te pousse à l'explos, c'est-à-dire que tu as des endroits dans la map où tu te dis,
Ah, mais là, il y a une petite baraque, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Et il y a quelqu'un dedans. Tu vois, et tu te retrouves là-dedans avec une nouvelle histoire, si tu veux. Et une nouvelle histoire telle que tu pouvais la vivre, toi, en fait, si tu veux, enfin, j'imagine, dans un quotidien, en fait, si tu veux, à une époque où tu n'avais ni téléphone portable, ni, comment dire, capacité de te déplacer, si tu veux, ou pour communiquer avec les gens, il fallait envoyer une lettre, il fallait parler avec eux, il fallait faire tout un tas de trucs comme ça. Et en gros, si tu veux, cette espèce de quotidien qui est ramené au jeu, à moi, un détail que j'adore, et que j'ai laissé exprès, en fait, parce que je trouve ça absolument génial, c'est, en fait, de te laisser pousser les cheveux et la barbe. Et juste, en fait, de faire ça pendant tout le jeu, et en fait, de voir que petit à petit, en fait, t'as la barbe qui pousse, t'as les cheveux qui poussent, et tu peux aller chez le coiffeur les couper, mais moi, je voulais pas. Je voulais garder, en fait, le temps qui passe sur mon personnage, sur mon avatar. Je voulais qu'on voit le temps passer, tu vois. Et parce que c'est ça, le jeu, en fait, pour moi. C'est-à-dire, c'est le temps qui passe. C'est-à-dire le temps que tu vas passer à prendre ton temps pour dire, OK, il y a cette mission à faire, mais tu sais quoi? Je vais aller me balader dans la forêt, je vais aller me préparer. Moi, j'adorais m'asseoir sur mon feu de camp et en fait tailler des balles en me disant celle-là, elle va aller sur ce gros bâtard là. Tu vas voir et tout. Et en fait, si tu veux, il y a tout un truc de. Il y a 200 heures, mais dont une centaine d'heures à tailler des balles. Toi, tu vas bien la manger celle-là. Non, mais il y a le roleplay total. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est ça que j'ai adoré. Et mine de rien, en fait, si tu veux, qu'est-ce que tu peux. En fait, c'est ce que Red Dead 2 ne doit pas au genre cinématographique. C'est-à-dire, c'est ce qu'il doit aux jeux vidéo. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui, pour moi, fait la vraie différence entre les deux. C'est-à-dire que vraiment, en fait, tu vois que les mecs de Rockstar se sont dit, OK, on a fait Red Dead, on n'est pas stupide, on a vu comment le jeu était reçu, on sait ce que le jeu vaut. Peut-être qu'eux, ils avaient des velléités artistiques encore plus poussées, mais ils sont pas le même jeu. Mais ils sont forcément posé la question, ils se sont forcément dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Une meilleure histoire, un meilleur truc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Tu vois ce que je veux dire? Et faire de mieux, c'est en fait, en termes d'expérience, c'est faire vivre. Et il y a un côté, pour moi, on touche pour la première fois un côté, alors c'est volontaire, ça se voit, hein, en chapitre et tout ça, etc., etc. Il y a même, moi, je trouve, des petites digressions qui sont pas forcément je trouve c'est sympa à faire, mais par exemple, quand tu pars sur l'île avec tu sais que tu deviens des réfugiés sur une île, et tout ça, etc., etc., après un accident de bateau, c'est pas forcément. Tu sens que c'est une digression en fait pour revenir dans l'histoire et tout, tu vois. Mais d'un seul coup, je trouve que ça casse cette immersion un petit peu aussi, quoi. C'est bienvenu, hein, ça fonctionne bien, moi je trouve, tu vois, mais ça casse un peu l'immersion, tu vois. Mais il y a un côté grand roman américain. Grand Mark Twain, grand truc comme ça, si tu veux, et c'est volontaire, ça se voit, hein, ils l'ont écrit, ils l'ont structuré comme ça et tout, quoi. Mais qui fonctionne en termes de jeux vidéo, ce qui fait que, de la même manière, en fait, que tu pouvais lire ces romans-là et te dire, je me plonge dans cet univers-là de l'époque, tu vois. Il y a quelqu'un qui a documenté, si tu veux, à travers une fiction, ce truc-là. Bah là, le jeu vidéo, pour la première fois, tu touches à ces et n'en déplaise à Assassin's Creed ou ça, qui sont des jeux que j'aime bien, hein, tu vois, à l'histoire. Tu vois ce que je veux dire vraiment, c'est-à-dire parce que tu la vis complètement. Parce que tu n'as pas un système de jeu qui va automatiquement prendre le dessus sur le reste. Parce que tu n'as pas un truc, tu vois, tout est totalement organique. Et pour moi, ça, c'est priceless. C'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est ce qui fait que peut-être on peut discuter clairement sur ah mais attention, Red Dead c'est un jeu mieux tenu et je suis peut-être d'accord avec vous, je dirais oui c'est vrai, mais en fait ce que tu gagnes par contre par rapport à ça, c'est incroyable. Moi je trouve ça vraiment incroyable, quoi. Pierre, tu l'as mis en premier aussi. Oui, en fait pour globalement les mêmes raisons que, enfin je suis vraiment en accord avec Stéphane, et pour moi c'est un jeu qui est hyper important sur deux trucs précisément. C'est déjà, entre parenthèses, il y a tout un système de feu de camp en fait, où on est avec tous ses compagnons et on échange, en fait, on leur parle, on a des histoires qui se mettent en place, on a des accointances, on a des gens qui se séparent, et en fait tout ça, c'est pour moi en fait c'est le centre du jeu qui est un récit du point de vue de ces gens-là en fait, et c'est une sorte de conte au coin du feu de comment mener une vie et comment essayer de la partager avec des gens autour de soi en fait. Surtout encore une fois un peu comme dans Cyberpunk, dans un univers qui est très déshumanisant et extrêmement vaste, où les liens se font pas forcément. Il y a vraiment ce côté ambiance de groupe d'amis très fort et très les gens du voyage. Très, clairement. Et pour moi, c'est extrêmement intéressant en termes de narration. Et vraiment les deux points qui pour moi sont marquants dans le jeu, c'est alors pareil, du coup je vais spoiler, désolé. Une quête annexe, ce qui est assez fou, avec donc Arthur Morgan, le héros, donc qui en fait, suite à un événement, va causer la mort d'un homme, et donc va laisser sa femme veuve avec son fils. Et en fait, on peut ne pas du tout suivre le destin de cette femme-là et de son fils. N'empêche qu'on les retrouve à plusieurs moments dans le jeu,
Et notamment à un moment donné, quand donc le personnage principal Arthur va être malade, parce qu'ils m'ont à un moment donné, en fait, donc Il contracte la tuberculose. voilà, en fait, il a la à tuberculose, cause de effectivement. cet homme. Ouais. Exactement, qui lui a toussé dessus à ce moment-là. Mhm. Et donc, dans une sorte de logique de rédemption, d'où le titre du jeu, il va aller voir, en fait, on peut vraiment passer à côté, encore une fois. Et on peut aller voir cette femme-là, toute une quête par rapport à elle. Et lui, il va faire, en fait, une sorte d'amende honorable, de dire, en fait, oui, je suis un peu un salaud, c'est à cause de moi que tu es veuve et qu'avec ton gamin, c'est compliqué, machin. Et en fait, elle est extrêmement cruelle avec lui en lui disant, mais en fait, assume, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour t'aider. Enfin, genre, t'es malade, t'as envie de faire une rédemption, assume ce que tu viens de faire. Et je trouve ça, en termes de jeu vidéo, je trouve ça fou parce que, d'un côté, nous, on n'a aucune prise sur ce qui se passe là et on est responsable de ce qui vient d'arriver parce qu'on on a fait le choix de tuer ce personnage-là et on est face à notre responsabilité sur une réponse. Conséquence. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça d'une puissance folle alors que c'est vraiment complètement annexe. Mais clairement, en fait, ce personnage-là va s'en vouloir pour une bonne partie de la fin du jeu et avoir une sorte de rédemption personnelle sur ce qu'il a pu faire et pas faire et une vraie quête de soi. Oui, il y a une vraie culpabilité C'est ça. dans Red Dead 2. D'où l'idée d'ailleurs qu'il change pas de titre parce que tu vois, on n'en a pas parlé. Moi, chez Marston. Oui, mais on n'en a pas vraiment parlé. Plus, mais en fait, on va dire le tout premier jeu en fait Red Dead, c'est un jeu qui s'appelle Red Dead Revolver, si tu veux. Et alors c'est un jeu qui est plutôt sympathique, hein, tu vois. On aurait pu le mettre en mention honorable d'ailleurs. Oui, on aurait pu effectivement, mais moi je me suis dit on va justement les autres trucs. Mais en fait l'idée de Red Dead Revolver, si tu veux, c'est que c'est un jeu finalement assez simple, si tu veux, qui est un peu déconnant, un peu comme les premiers jeux Rockstar pouvaient vraiment. C'est à la base un projet Capcom vraiment de voilà qu'ils ont récupéré, si tu veux, et qu'ils ont un peu travesti en mettant des personnages déconnants, des trucs comme ça, etc. C'est cool, hein, le jeu est sympa. En tout cas, il était plutôt sympa et tout. Bon, je pense qu'il est un peu vieilli, tu vois, mais c'est quasiment rien. Là, on se retrouve, en fait, si tu veux, je me suis dit, moi, quand Red Dead 2 est arrivé, je me suis dit, ils vont changer le nom encore une fois. En fait, non, il faut l'appeler Redemption parce que, en gros, c'est dans la continuité de. Enfin, c'est avant, mais dans la continuité de l'histoire. C'est vraiment ça. Ouais, oui, et le culot, c'est d'avoir aussi pris un personnage comme Morgan, le personnage principal, qui est moins charismatique, quand même. La question... Mais il ne s'agit pas là d'une critique, il s'agit qu'ils l'ont pris moins parce que c'était un modèle américain, mâchoire carrée, machin, etc., qui a peu d'aspérité, qui commence à avoir des aspérités. Oui, et c'est beaucoup plus, tu vois, quand tu parles vraiment dans l'archétype, là, il est moins à thème. Hearthstone, il est forcément plus intéressant, puisque déjà, il est voyou et qu'il essaie de ne pas l'être, alors que l'autre, il est plus responsable. On sent que c'est le premier de la classe. Quelque part, c'est un premier de la classe des voyous. C'est le grand frère du groupe, en fait. C'est un futur chef. C'est à ça qu'il est destiné. Et tu sens bien que là, ils ont réussi à trouver des aspérités qui étaient beaucoup plus difficiles, peut-être. Et en même temps, ils ont réussi. Et en même temps, je trouve qu'il existe aussi. Alors, c'est-à-dire qu'il existe en lui-même, le personnage. C'est-à-dire qu'en fait, si tu commences Red Dead 2 avant Red Dead, ce qui pourrait être pas illogique, puisque en fait, en gros, tu comment dire, c'est la continuité de l'histoire. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, il existe aussi en tant que mentor. Comment dire, de Marston, parce que Marston est dès le début du jeu d'ailleurs présenté exactement tel que tu ne le connais pas en fait, c'est-à-dire que comme un trou de balle en fait, un mec irresponsable et là tu te dis putain mais j'ai joué ce perso pendant 60 heures en fait dans le jeu d'avant, et en fait c'est une buse. C'est clair, la jeunesse de Marston c'était que c'est un blaireau quoi. Mais c'est vraiment ça, et ce leg là il est hyper important parce que il infuse totalement dans ce qui est devenu Marston après, parce qu'il lui donne les clés de réussite plus tard en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait la dignité, le comment dire, son sens de l'humanité, voilà, son sens de l'honneur en fait vient de Morgan. Donc du coup, ce personnage a une double importance à cause de ça aussi, quoi. Et c'est pour ça, et que du coup ça amène sur le deuxième point qui pour moi est hyper important dans le jeu là, c'est la fin. La fin, il y a un épilogue où t'en parlais, et où en fait on joue Marston, donc qui veut juste trouver sa paix et donc avoir sa petite ferme et son fils, sa femme. Donc en fait il y a toute une phase de jeu où on va vraiment littéralement faire les courses, essayer de faire que tout se passe bien. Une vie de cow-boy classique. On a une vraie une vie de cow-boy. C'est ça, une vie de farmer, en fait, vraiment. Et avec quelques petites encartades ici et là avec d'autres personnages du groupe. Et il y a un élément que je trouve incroyable, c'est que le jeu, on peut ne pas finir le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un événement à faire pour déclencher en fait la vraie fin du jeu et ce qui va amener à le drame qu'on connaît en fait dans le premier Red Dead. Et si on n'a pas envie de déclencher ce truc-là, on peut continuer à vivre au jour le jour avec Marston dans sa ferme et avoir une sorte de déni. Non, mais en fait, moi, je vais laisser comme ça. Et ça, c'est vraiment purement du vidéo, ça. Je vais sauver. Finalement, je vais arriver à le sauver. Alors, je sais pas s'ils l'ont voulu, mais le fait de donner ce choix-là, en fait, de dire, si vous voulez continuer à jouer Marston, vous pouvez jouer infiniment ce truc-là. J'ai trouvé ça d'une beauté assez folle, en fait. Et il y a un truc, en fait, c'est que les mecs ont refait. Alors,
pas in extenso parce qu'il y a plein de trucs qui manquent en fait, si tu veux, mais ils ont refait la map du premier. Oui, non, mais c'est ça, dans ça, le ça, deux. ça, Et c'est quand fou, tu hein. parlais de remake, parce que c'est prévu, hein, je pense que Ah ouais, tu vois, je veux dire, voilà. Ça va être fou. Je trouve ça, je me suis dit, Ça va moi, être dès que fou. j'ai vu le jeu arriver, je me suis dit, mais en fait, en vrai, faut pas faire un remake. Faut faire un DLC où tu refais le premier jeu dans la map mais du bon, 2. Quoi. ça fait moins d'argent. Mais là, Bah oui, mais tu vois, en fait, ça serait et pas je pense que illogique, ça tu fait. vois. Moi, non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'encore une fois, sur cette mention de tenue, la taille de Red Dead 1 me va très bien. Oui, d'accord. Moi, Tu vois ce que je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que ça existe. En fait, Oui, dans Red oui, Dead 2, donc oui, en fait, mais quelque part, si tu en veux faire jeu un truc organique, tu vois. En jeu complet, je trouve qu'il est déjà complet. Ah oui, bien sûr, hein. L'autre devient gigantesque, titanesque et a beaucoup de raisons. Je rajouterais, on conclura par là, il y a aussi un des aspects, c'est la différence ville-campagne qui est assez bien tenue. Quand tu parlais de sincérité, de véracité d'un monde. C'est-à-dire que quand tu arrives de la campagne, où tu as plutôt l'habitude d'un langage un peu rugueux, un peu bourru, etc. Et à la ville, tout à coup, tu dis bonjour, personne ne te répond, tu te fais insulter parce que tu traverses pas sur... Enfin, et d'un coup, tu sens bien que la politesse, hein, entre guillemets, enfin, tout un aspect social et sociétal imposé par la ville, normal, et ses codes, s'impose à toi en tant que être plutôt bourru qui arrive, que plutôt de la campagne, voilà, même si c'est un brigand et même si c'est un voleur, c'est quand même un type de la campagne. Et c'est super intéressant parce que d'un coup, ils sont arrivés à rentrer, c'est pas la première fois, mais vraiment, et tu le vois directement, des codes sociaux. Tu te les prends en pleine tronche et tu fais, mais ça, ces armes, je suis pas chez moi en fait. Dans cette vie, tu vois, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas. C'est très bizarre. C'est des questionnements de monde ouvert en fait. Si tu veux, c'est aussi ça le truc. Mmh. C'est-à-dire que tu fais un monde ouvert dans lequel tu te déplaces, tu vois, mais à un moment donné, le monde ouvert, c'est quoi? C'est une société ouverte, si tu veux, et la société que tu décides en fait. Si tu veux, tu vois, quand tu joues à Assassin, c'est Jérusalem ou c'est Rome ou c'est ce que tu veux, tu vois. Mais là, c'est donc Saint-Louis, c'est l'équivalent de la Nouvelle-Orléans, tu vois, un truc comme ça. Mais si tu veux, en gros, c'est une société ouverte, si tu veux, dans le cas avec les codes, avec les trucs, etc., etc. Et c'est aussi ce qui rend vivant, c'est que leur questionnement à eux, c'est OK, on est dans un monde ouvert, il y a plein de choses à faire dans le monde ouvert, mais il y a aussi, en fait, on est dans une société avec des gens qui fonctionnent d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu parles des gens qui sont très, très guindés, tu vois, dans cet univers-là, mais quand tu pars dans le trou du cul de la machin, tu te trompes sur des putains de dégénérés qui se baisent entre eux, là, et je peux te dire que c'est chaud, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, là, ça transforme en film d'horreur, quoi, en jeu d'horreur, tu vois. Il y a une quête justement comme ça, qui est incroyable. Ouais, Oui, d'un coup, c'est délivrance. Ah ouais, c'est délivrance. les gars. Et tu te dis, putain, mais c'est incroyable d'avoir à la fois, c'est-à-dire ce que moi je dirais, à la fois le profane et le sacré, en fait, dans le même jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, en fait, où t'as les deux, en fait, et t'as quelque part un état des lieux de la nature humaine, en fait. Mais ça, c'est de façon presque, tu vois, et aussi, moi, c'est ce qui fait l'apanage de ces grands jeux-là aussi. Mais c'est ce que tu dis, en fait, vraiment pour moi, le premier, c'est ça, c'est l'histoire du cinéma, enfin, du western dans le cinéma, et le second, c'est vraiment l'histoire des États-Unis dans un contexte de cinéma de western, en fait. C'est ça. Très belle conclusion de ce top 5 all-time des jeux de western. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de jeux, donc Sunset Riders, Oddworld, La Fureur de l'étranger, Gun, Redemption 1 et 2, forcément, Outlaws, Call of Juarez, Gunslinger et tant d'autres. Très bien, c'est un super format. On va relancer ce type de podcast assez vite, je pense. Yes. Peut-être les jeux Kung-Fu, on va réfléchir, on ne sait pas encore. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, sur les plateformes de podcast, sur Twitter, sur Facebook, etc., etc. Et on dit merci à Alain pour la réalisation, c'est la belle réalisation de cette émission. Et on se dit à bientôt, Pierre. Et bien bientôt. À bientôt, Stéphane. Jean. Salut. Ciao. Salut.